Il arrive qu'après une maladie, un accident, un burn-out, un deuil ou un traumatisme psychique, une personne ait le sentiment étrange de ne plus tout à fait se reconnaître. Elle est là, dans sa vie, dans son corps, dans son environnement familier, et pourtant quelque chose a changé. Les gestes du quotidien n'ont plus la même évidence. Les priorités ne s'ordonnent plus de la même façon. Certains projets semblent soudain lointains, inutiles ou impossibles. D'autres, au contraire, deviennent urgents, essentiels, presque vitaux. Ce bouleversement profond porte un nom, la rupture biographique. Le sociologue britannique Michael Burry a utilisé ce terme dès 1982 pour décrire ce qui se produit lorsqu'une maladie chronique ou une épreuve majeure vient interrompre le fil habituel d'une existence. Ce n'est pas seulement le corps qui est atteint, ce n'est pas seulement le quotidien qui est désorganisé, c'est l'histoire que la personne se racontait sur elle-même qui se fissure. Avant le choc, chacun avance avec une forme de continuité intérieure. On sait à peu près qui l'on est. On connaît son rôle dans la famille, dans le travail, dans le couple, dans la société. On porte une identité faite d'habitudes, de capacités, d'image de soi, de responsabilités et de projections. Puis l'épreuve arrive. Elle ne demande pas la permission, elle s'impose. Et soudain, ce qui allait de soi ne va plus de soi. Le corps, qui était souvent une présence silencieuse, devient le centre de l'attention. La fatigue, la douleur, l'angoisse, la perte de mobilité, la mémoire qui flanche, le sommeil qui se dérègle ou l'énergie qui disparaît viennent occuper la première place. Ce qui était un décor devient le personnage principal. La personne peut alors avoir cette sensation très troublante, être devenue étrangère à sa propre vie. Elle n'est plus seulement celle qui travaille, qui organise, qui soutient, qui décide, qui avance. Elle devient parfois le patient, le convalescent, la personne endeuillée, celle que l'on ménage, celle que l'on observe, celle que l'on attend au tournant. Cette bascule peut créer une dissonance profonde entre l'image que l'on avait de soi et la réalité présente. Et le cerveau n'aime pas les ruptures de cohérence. Il cherche du sens. Il cherche une explication. Il cherche à recoller les morceaux. Mais parfois, les morceaux ne reprennent pas exactement leur place initiale. C'est là que commence une question douloureuse, mais essentielle. Comment continuer à être soi quand on ne peut plus être exactement comme avant? La société, elle, répond souvent trop vite. Elle dit « tu vas redevenir comme avant ». Elle dit « tu es fort ». Elle dit « tu vas te battre ». Elle dit « tu vas gagner ». Elle dit parfois même « cette épreuve va te rendre meilleur ». Ces phrases peuvent partir d'une intention sincère. Elles veulent rassurer, elles veulent soutenir. Mais elles peuvent aussi enfermer. Car tout le monde ne revient pas comme avant. Et tout le monde n'a pas envie de revenir comme avant. Pour certaines personnes, l'épreuve est vécue comme une perte immense. Pour d'autres, elle est vécue comme une période de confusion, un entre-deux, une zone grise où l'on ne sait plus très bien ce qui est terminé et ce qui commence. Et pour certaines encore, avec le temps, cette épreuve devient paradoxalement un point de bascule. Certaines personnes finissent par dire « c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée ». Non pas parce que la maladie, le deuil ou le trauma seraient souhaitables, non pas parce qu'il faudrait souffrir pour grandir, cette idée serait brutale, injuste et fausse, mais parce que l'épreuve a parfois le pouvoir d'interrompre une vie menée en pilote automatique. Elle arrête la course. Elle oblige à regarder ce que l'on ne voulait plus voir. Elle met en pause des obligations qui semblaient indiscutables. Elle ouvre une question immense. Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie maintenant? Cette question peut être vertigineuse, mais elle peut aussi devenir fondatrice. Car la reconstruction identitaire ne consiste pas seulement à réparer ce qui a été abîmé. Elle consiste aussi à retrouver ce qui compte. Les valeurs deviennent alors centrales. Qu'est-ce qui mérite encore mon énergie? Qu'est-ce que je ne veux plus sacrifier? Qu'est-ce qui nourrit réellement ma vie? La sécurité? La liberté? La transmission? La créativité? L'amour? La paix intérieure? La dignité? Le lien? Le soin de soi? Le besoin de contribuer autrement? Une épreuve majeure agit parfois comme un révélateur brutal. Elle ne crée pas forcément les valeurs, mais elle les rend visibles. Elle oblige à distinguer l'important du secondaire, le vivant du mécanique, l'essentiel du bruit. C'est pour cela que le retour comme avant peut devenir un piège. Parce que l'avant n'était pas toujours juste, l'avant n'était pas toujours sain,
L'avant n'était pas toujours aligné. L'avant était parfois une adaptation, une survie élégante, une performance silencieuse, un rôle tenu trop longtemps. La question n'est donc pas seulement comment retrouver ma vie d'avant. La question devient qu'est-ce que je choisis de ne plus trahir en moi. Cette nuance change tout. Dans les approches thérapeutiques centrées sur l'acceptation et l'engagement, notamment l'ACT, on ne cherche pas à attendre que toute douleur disparaisse pour recommencer à vivre. On cherche à avancer avec plus de lucidité en posant des actes alignés avec ses valeurs, même en présence de fatigue, d'incertitude ou de vulnérabilité. Ce n'est pas une résignation, c'est une intelligence du réel. Il ne s'agit pas de dire « tout va bien ». Il s'agit de dire « tout n'est pas réparé, mais je peux choisir la direction dans laquelle je pose mes pas ». Cette idée est essentielle, car notre époque a tendance à transformer la résilience en injonction. On adore les récits de renaissance spectaculaires. On aime les histoires où l'épreuve devient un tremplin, où la personne ressort plus forte, plus lumineuse, plus inspirante. Ces récits existent. Ils peuvent être vrais, mais ils ne doivent jamais devenir une obligation. La souffrance n'a pas à produire un résultat rentable. Une personne n'a pas à transformer son drame en leçon de vie pour mériter le respect. Elle n'a pas à devenir inspirante pour être légitime. La croissance post-traumatique, étudiée par Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun, ne signifie pas que le trauma est bénéfique en lui-même. Le trauma reste une blessure. Ce qui peut parfois transformer la personne, ce n'est pas l'événement brutal, mais le travail intérieur, relationnel et existentiel qu'elle mène ensuite pour reconstruire du sens. Cette croissance, lorsqu'elle existe, peut cohabiter avec la tristesse. On peut avoir développé une conscience plus fine de la vie et continuer à pleurer ce qui a été perdu. On peut avoir gagné en profondeur et regretter son ancienne insouciance. On peut être plus aligné avec ses valeurs et garder une douleur résiduelle. Ces réalités ne s'annulent pas, elles coexistent. Il n'y a pas d'un côté ceux qui ont réussi leur épreuve et de l'autre ceux qui seraient restés prisonniers du passé. Cette vision binaire est trop pauvre. La vie humaine est plus complexe que cela. La reconstruction n'est pas une ligne droite. C'est un processus de réorganisation. Elle passe souvent par un deuil. Le deuil d'un corps disponible, d'une énergie ancienne, d'une identité professionnelle, d'une sécurité intérieure, d'une illusion de contrôle, d'un futur qui semblait tracé. Mais elle peut aussi ouvrir un espace neuf, celui d'une vie moins automatique, moins soumise aux attentes extérieures, plus fidèle à ce qui a vraiment de la valeur. C'est ici que le langage devient décisif. Susan Sontag, dans La maladie comme métaphore, a montré à quel point le vocabulaire guerrier peut peser sur les personnes malades. On parle de combattre la maladie, de gagner la bataille, de lutter contre la dépression, de vaincre le cancer ou le burn-out. Mais que se passe-t-il quand la maladie ne disparaît pas? Que se passe-t-il quand les séquelles restent? Que se passe-t-il quand la fatigue devient durable? Que se passe-t-il quand la personne ne peut pas revenir au niveau de performance attendu? Dans une logique de guerre, celui qui ne gagne pas devient perdant. Et c'est profondément injuste. Ce vocabulaire peut installer l'idée que le corps est un ennemi, que la fatigue est une faiblesse, que la vulnérabilité est une faute. Or, pour reconstruire une identité stable, la personne a souvent besoin de faire exactement l'inverse. Cesser de se traiter comme un champ de bataille. Il ne s'agit plus de déclarer la guerre à soi-même, il s'agit d'apprendre à cohabiter avec un corps ou un psychisme qui a changé. Cohabiter ne veut pas dire renoncer. Cela veut dire écouter, ajuster, dialoguer, poser des limites, négocier avec le réel au lieu de s'épuiser contre lui. Les thérapies narratives, développées par Michael White et David Epstein, apportent ici un éclairage précieux. Elles invitent notamment à externaliser le problème. Au lieu de dire « je suis diminué », la personne peut dire « la maladie a changé mon endurance et m'aide à repenser ma manière d'utiliser mon énergie ». Au lieu de dire « je suis foutu », elle peut dire « une partie de ma vie a été bouleversée, mais toute mon identité ne se résume pas à cet événement ». Au lieu de dire « je ne suis plus rien », elle peut dire « je suis en train de redéfinir ma manière d'exister ». Ce déplacement n'est pas un simple jeu de langage, il change la place du problème. Il empêche la personne de se confondre totalement avec ce qu'elle traverse. Elle n'est pas la maladie, elle n'est pas le deuil, elle n'est pas le burn-out, elle n'est pas l'accident. Elle est une personne vivante, traversée par une épreuve et encore capable de choix, de liens, de valeurs, de direction.
C'est une distinction est fondamentale. Sur le plan concret, reconstruire son identité implique souvent de redéfinir son rapport au temps, au travail, aux autres et à soi-même. Cela peut vouloir dire reprendre le travail autrement, avec des limites claires, sans s'excuser d'avoir besoin d'un cadre compatible avec son état réel. Cela peut vouloir dire arrêter de répondre à toutes les sollicitations pour prouver que l'on va bien. Cela peut vouloir dire accepter que l'énergie disponible soit devenue précieuse et qu'elle doive être investie avec discernement. Cela peut vouloir dire choisir des relations plus vraies, moins épuisantes, moins fondées sur le masque social. Cela peut vouloir dire ralentir sans se sentir coupable. Cela peut aussi vouloir dire oser reconnaître que l'épreuve a révélé une vérité longtemps tenue, à distance. Je ne veux plus vivre contre moi-même. Cette phrase, pour certaines personnes, marque un tournant, car la fragilité, lorsqu'elle est reconnue, peut devenir une forme de boussole. Non pas une identité définitive, non pas une étiquette, mais un rappel. Mon temps, mon corps, mon énergie, mes liens et ma paix intérieure ne sont pas des ressources illimitées. Cette prise de conscience peut profondément modifier le rapport aux injonctions sociales. La personne ne cherche plus seulement à être performante, elle cherche à être cohérente. Elle ne cherche plus seulement à reprendre sa place, elle cherche à savoir si cette place lui correspond encore. Elle ne cherche plus seulement à rassurer les autres, elle cherche à ne plus s'abandonner elle-même. Ce changement peut être déroutant pour l'entourage. Les proches peuvent s'accrocher à l'ancienne version de la personne. Ils peuvent dire « tu n'es plus comme avant » avec tristesse, inquiétude ou maladresse. Mais parfois, cette phrase contient une vérité qui n'est pas seulement négative. Oui, la personne n'est plus exactement comme avant. Elle peut être plus lente, plus prudente, plus sélective, mais elle peut aussi être plus lucide, plus présente, plus consciente de ses besoins, plus fidèle à ses valeurs, plus intolérante à ce qui la détruit, plus attentive à ce qui la nourrit. La reconstruction identitaire ne consiste donc pas à effacer les traces du choc. Elle consiste à leur donner une place juste, sans les laisser gouverner toute l'histoire. L'image du livre est ici précieuse. Un événement douloureux peut venir déchirer un chapitre. Il peut interrompre le récit. Il peut changer le ton, le rythme, la trajectoire. Mais il ne supprime pas l'auteur. Et parfois, après l'effondrement, l'auteur écrit autrement. Avec moins de naïveté peut-être, mais avec plus de densité. Avec moins de certitude, mais avec plus de vérité. Avec moins de complaisance envers les faux-semblants, mais avec plus de respect pour ce qui est vivant. Retrouver un socle intérieur, ce n'est pas redevenir intact, c'est redevenir habitable pour soi-même. C'est pouvoir dire « je ne suis pas seulement ce qui m'est arrivé ». C'est pouvoir reconnaître la blessure sans lui remettre les clés de toute son existence. C'est pouvoir intégrer la vulnérabilité sans en faire une honte. C'est pouvoir admettre que certaines choses ont été perdues, tout en laissant de la place à ce qui peut encore naître et croître. La sérénité ne vient pas de l'oubli. Elle vient d'un accord plus profond avec le réel. Elle naît lorsque la personne cesse de se comparer à un passé idéalisé et commence à évaluer sa vie à la lumière de ses valeurs actuelles. Elle naît lorsque la question n'est plus « suis-je redevenu comme avant ?» mais « suis-je en train de vivre d'une manière plus juste pour moi ?» Et cette question parfois change tout, parce qu'elle ne nie pas la douleur, elle ne force pas l'optimisme. Elle ne transforme pas l'épreuve en miracle, mais elle redonne à la personne une place active dans son propre récit. L'objectif d'un chemin thérapeutique n'est pas d'apposer un point final au chapitre du traumatisme, de la maladie ou du deuil. L'objectif est d'aider la personne à reprendre la plume avec ce qu'elle sait désormais d'elle-même, de sa fragilité, de ses limites, mais aussi de ses ressources et de ses valeurs. Un effondrement ponctuel ne définit pas la somme de toute une vie. Il peut marquer une frontière, il peut modifier la trajectoire, il peut laisser une cicatrice, mais il ne dit pas tout de la personne. La reconstruction commence peut-être là, dans cette conviction intime qu'il reste encore des pages à écrire et qu'elles n'ont pas besoin de ressembler aux précédentes pour avoir de la valeur. J'espère que cet épisode aidera les personnes qui traversent une période de reconstruction, et si vous le souhaitez, je vous invite à prolonger cette réflexion ensemble.